régulièrement, les fans de Formule 1 ont tendance à appeler au changement de réglementation technique, pensant que c'est cette dernière qui est le problème du manque de spectacle en Formule 1, oubliant au demeurant que le manque de spectacle est pas symptomatique de ces dernières années, mais existe depuis les années 50, et que de toute façon, la FIA d'elle-même aime bien changer les choses de temps en temps, même si on aimerait qu'elle les change pas justement pour resserrer les écarts, mais c'est une discussion pour laquelle vous êtes pas prêts. Par contre, il y a toujours un moment où, en tant que fan du sport, on se dit « Ce serait marrant de voir ce qui se passe s'ils avaient pas de règlement technique ou presque », oubliant qu'il y a quelque chose comme ça qui a existé. Oui, dans les années 70, le Can-Am ou Canadian American Challenge Cup était ultra populaire parce qu'on avait face à nous ce qui était littéralement une formule libre. Il y avait un minimum de règles, mais c'était que dalle, ce qui faisait qu'on se retrouvait avec des trucs ultra fumés comme ça. La Porsche 917-30 qui faisait 1500 chevaux en 1973. À l'époque, en fait, on savait faire de la puissance. C'est les pneumatiques et les freins qui allaient avec, tu vois, qui étaient compliqués. Parce que sans maîtrise, la puissance n'est rien. Et ça, dans les années 60, chez Chaparral, ils l'avaient bien compris. Chaparral est une équipe de course automobile américaine à ne pas confondre avec un manufacturier de steak français. Fondé par 2 ex-pilotes de F1 américains, les gars ont absolument pas ton temps. Après leur épopée européenne en Formule 1, parce qu'à l'époque où eux ils y étaient, c'était encore majoritairement eurocentré la Formule 1. À peine rentrés, les deux vont se focaliser sur le championnat régional de l'USRRC, ou United States Road Racing Championship, si tu veux vraiment le nom super long. Et ils vont construire des voitures de plus en plus innovantes avec des technos de plus en plus poussés. Avec des trucs inouïs dans les années 60, comme une transmission séquentielle / carrément automatique, mais de compétition. Des châssis monocoques, qui à l'époque étaient... Comment? Ou même de l'aéroactive avec leur putain d'étagère Ikea là. Mais alors, quand on parle d'innovation, rien, absolument rien, ne tient la mesure face à la Chaparral de J. Alors oui, ça ressemble un peu à une machine à laver chelou, mais ta machine à laver, elle prend pas 2,80. Eh ben celle-là, elle prend 360 km/h dans la gueule, frérot, on s'arrête plus. Motorisé par un V8 Chevrolet de 7 litres 6 de cylindrée. Bordel de merde. Et couplé à une transmission 3 rapports semi-automatique, le bordel poussait 760 chevaux. Bon, après, c'est bien de savoir que ça pousse autant qu'une Ferrari moderne, bordel. Mais peut-être que ça vous intéresserait de savoir aussi que la voiture n'avait pas qu'un seul moteur. Non, elle avait bien un deuxième petit moteur, un petit moteur de tank qui était issu d'une motoneige, et dont le seul rôle était lié aux 2 énormes trous derrière, parce que non, la voiture n'est pas puissancée par un moteur d'avion de chasse, non, ça, en fait, ça sert à rediriger l'air de ventilateur. Voilà, j'ai pas d'autre chose pour le dire, c'est des ventilos. Généralement, quand tu mets un ventilateur dans une bagnole, il est déjà puissancé par le moteur original, et c'est surtout pour rafraîchir le moteur. Sauf que, généralement, les automobiles de compétition n'ont pas de ventilateur, pour des raisons relativement simples, c'est qu'elles sont quasiment tout le temps à haute vitesse, donc tu peux t'affranchir du ventilo, parce que l'air suffit, en passant sur les radiateurs, à faire l'échange thermique et tout le bordel. Ce qui est pas le cas d'une voiture de série qui passe son temps dans le trafic et à 30 km/h, parce que ça pollue moins quand tu roules à 30. Bah non, Clotilde, tu pollues plus à 30 qu'à 130. Désolé, c'est comme ça que ça marche. Non, en fait, la Chaparral de J utilisait ses ventilos pour exploiter, non pas l'effet de sol, mais la déportance aérostatique. Ce qui est effectivement de l'effet de sol, mais j'avais envie d'utiliser le joli mot. Alors je sais que sur TikTok, j'avais déjà évoqué la Brabham BT46B, et je sais que j'avais déjà parlé de ce qu'était l'effet de sol et de ce qu'était la déportance aérostatique, mais on va faire une espèce de rappel des faits vite fait. L'effet de sol, effectivement, c'est un phénomène qu'on exploite en sport automobile pour créer du grip. Pour faire extrêmement simple, on se sert de la voiture, du châssis lui-même, comme si c'était un aileron. La manière dont on génère de l'adhérence généralement, c'est avec un aileron avant et un aileron arrière, qui sont en fait des ailes d'avion mis à l'envers, pour vraiment vulgariser. Et la manière dont on génère ce grip, c'est avec une zone de basse pression et une zone de haute pression. Quand tu mets ça à l'endroit, ça crée de la portance, c'est comme ça que les avions volent, et quand tu mets ça à l'envers, ça crée de la portance négative, et c'est comme ça qu'on plaque au sol un prototype explique. Et dans les années 70, celui qui va rendre le concept ultra populaire, c'est Colin Chapman. Avec sa fameuse Lotus qu'on va appeler la Wing Car, ça va être le premier à exploiter l'effet de sol en Formule 1 à ce niveau-là. En gros, ils vont créer la zone de basse pression et de haute pression, non pas seulement au-dessus des ailerons, mais carrément au-dessus de la voiture elle-même. Et pour faire ça, il fallait sceller le sol avec des jupes. C'est vraiment génial et ultra cool quand tu peux l'exploiter. D'ailleurs, la réglementation moderne de Formule 1 se base là-dessus, sans les jupes, parce que maintenant on est capable de sceller les sols virtuellement avec de l'air, ce qui dépasse ma compréhension de connard. Et le truc, c'est que pour que l'effet de sol fonctionne, à l'instar d'un aileron, il faut que la voiture soit à vitesse. Et paradoxalement, plus tu vas vite, plus l'aileron, ou l'effet de sol dans le cas présent, est efficace. Du coup, si seulement il existait un moyen d'exploiter l'effet de sol à l'arrêt, mais attends une seconde, c'est ça la déportance aérostatique. En gros, les ventilos créent une zone de basse pression en chassant l'air le plus vite possible sous la voiture. La Chaparral possédait effectivement des jupes de chaque
côté, ce qui permettait de sceller le sol et donc d'exploiter cette dépendance. C'est bon, tu comprends. La voiture pouvait, à l'arrêt, générer 1,5 G de grippe. C'est-à-dire une fois et demi son poids en grippe. C'était du jamais vu. Le grip était donc constant de 0 à 360 km/h. Enfin ça, c'était sur le papier. Parce que déjà, malgré tous les efforts qui ont été faits, notamment avec l'utilisation de fibres de verre et d'un plastique qu'on appelle le Lexan, elle pesait quand même plus de 800 kg, ce qui était pas léger, hein, de moteur, hein, tout ça. Et aussi, ça marchait pas si bien parce que la voiture était pas très fiable. Genre pas fiable du tout, en fait. Donc quand ça marchait bien, ça déconnait 0 parce que ça foutait 2 secondes autour à tout le monde. Par contre, 90% du temps, eh ben ça marchait pas. Parce que le petit moteur de motoneige, il tombait relativement souvent en panne et que vu que la voiture était exclusivement conçue autour de cette exploitation de la déportance aérostatique ou du gros aspirateur si tu préfères, eh ben elle était rigoureusement inutile dès que le gros aspirateur marchait plus. Surtout qu'elle était lourde. Il y a des chances que si Chaparral avait eu le temps d'exploiter son concept au maximum, ils auraient pu régler les problèmes de fiabilité et installer une hégémonie totale sur le championnat, mais le SSCA, qui est l'instance au pouvoir, a décidé de bannir la voiture après sa première saison de compétition. Pas juste parce que ouais, ça me revient pas et puis c'était illégal. Non, non. À la base, le SSCA a décrété que la Chaparral était légale. Mais les adversaires de Chaparral, devant le potentiel de domination sans partage, ont décidé de politiquement faire chier le SSCA, demandant que oui, c'est pas normal, puis c'est dangereux, ça laisse de l'huile partout, puis ça nous envoie des trucs à la gueule avec les ventilos, et ils auront ce qu'ils voudront. C'est-à-dire une ère de domination sans partage, mais cette fois-ci avec une McLaren. Oui, le même McLaren, oui. Chaparral reste une de ces compagnies qui a beaucoup œuvré pour l'innovation en sport automobile, et il y a fort à parier que si cette Chaparral de J n'avait pas existé, on n'aurait jamais vu non plus la Brabham BT46B, qui reste la seule à avoir exploité le concept de déportance aérostatique avec un putain de ventilateur / aspirateur à fonctionner. Et c'est vraiment une voiture qui a marché, elle a fait qu'une seule course, elle a gagné, et puis c'est tout. Bon, d'ici que la FIA se mette à autoriser ce genre de conneries, non, jamais. Mais si quoi que ce soit, j'espère que cet épisode déjà a amené un petit peu de lumière sur qu'est-ce que c'était que ce bordel dans Gran Turismo que personne n'utilisait, parce que comment ça 3 vitesses, frérot, c'est dégueulasse, en plus c'est moche. Si quoi que ce soit, jetez un œil à la Can-Am, c'est fun. Je suis désolé pour l'épisode un petit peu décousu d'aujourd'hui et finalement un peu creux et vide. On est en train de réorganiser le workflow autour de choses diverses et variées. C'est pour plus tard vous faire du contenu de plus grande qualité, du contenu qui serait bien stock, bien massif, 2 ou 3 vidéos semaine. Mais le problème avec ça, c'est que ça me demande beaucoup de temps et du coup les vidéos sont un peu moins fignolées. Pardon. C'était Clipidaclip, n'hésitez pas à me suivre absolument partout sauf dans la rue. Surtout venez sur Twitch, on se marre sur Twitch. Et c'est vachement, je trouve, c'est vachement mieux que de continuer à faire des TikTok à la con. Bref, c'était Clipidaclip, bisous. Nul! Elles sont nulles! Tactiquement, techniquement, elles sont nulles!